Camarades, le podcast. Premier podcast avec des débats et des discussions entre camarades de toute la gauche. La camaraderie nous invite à discuter, à parler ensemble, dans la franchise et dans le respect. Bonne écoute. Camarades, épisode 4, aujourd'hui diffusé le 5 septembre 2023 et j'ai le plaisir d'être avec 4 camarades aujourd'hui. Je vais vous présenter au fur et à mesure et pour introduire ce nouvel épisode, premier de la rentrée 2023, je vais vous poser à chacun une question. Quel est l'événement, s'il y en a un, vous allez me dire, quel est l'événement de cet été qui vous a marqué? Bonjour Goran. Bonjour Baptiste. Alors, quel est l'événement de cet été ou ça peut être de la rentrée aussi, mais surtout de l'été? Est-ce qu'il y a un événement qui t'a marqué, quelque chose qui s'est passé, une prise de parole qui a été marquante selon toi? Moi, je dirais ce qui a particulièrement marqué mon été, je dirais que c'est les élections en Espagne, parce que on a bien vu. Enfin là, du coup, c'est en France, enfin, c'est en Espagne, c'est pas en France, et on voit que réellement. La gauche peut se renforcer. Malheureusement, en Espagne, c'est une autre situation, mais on voit, ça a été marquant, je trouve aussi, le fait que Pedro Sánchez puisse se maintenir au niveau où il a été, et même un peu plus loin, tandis que la droite a fait une petite percée. J'ai trouvé ça quand même, pour moi, c'était l'événement politique de l'été. Voilà. On sera très certainement amené à parler d'union de la gauche parce que le fil rouge de cet épisode, c'est la lutte contre l'extrême droite. Cyrine? J'en ai peut-être deux, mais qui sont liés les deux au gouvernement. Et qu'il s'agit de petits racismes décomplexés, d'islamophobie. Sachant que j'ai passé un été en pause totale parce que je révise le barreau que je commence demain, donc je m'étais dit je fais une pause politique. Alors comment vous dire que ma pause a été interrompue quand j'ai vu ce qui s'est passé. Ça a été la décision de Gabriel Attal d'interdire les abayas à l'école, comme si c'était l'urgence absolue de savoir si une fille devait s'habiller trop serré ou trop large. Surtout venant d'un mec qui a toujours été dans le privé. Et il y avait cette fameuse vidéo qui est sortie sur l'hommage à Martin Luther King sur le site du gouvernement français, alors que il n'y avait que des enfants blancs, alors qu'on parle quand même de quelqu'un qui a combattu le racisme et la ségrégation raciale, surtout ça n'a pas été mentionné une seule fois. Donc je dirais l'événement marquant c'est surtout de cette fin d'été, c'est le racisme de plus en plus décomplexé du gouvernement. Voilà. Merci Cyrine. Benoît, bonjour et bienvenue dans le podcast Camarades, car c'est ta première fois ici. Quel est l'événement de cet été ou de cette rentrée qui a été, selon toi, marquant? Ce qui m'a marqué, c'est principalement les incendies et la sécheresse. Les incendies au Canada, sur l'île d'Hawaï, en Grèce, et puis la sécheresse, évidemment à Mayotte. Là, en ce moment, depuis une quinzaine de jours, ils n'ont plus d'eau 2 jours sur 3. Donc je vous laisse imaginer la galère. Et puis même au cours de l'été, on a eu près de 120 communes en France continentale qui ont été privées d'eau potable. Et moi, ça m'a marqué parce qu'en fait, ça montre l'état catastrophique de nos services publics. Tout est privatisé, tout est en cours de privatisation. Les exploitants privés, ils entretiennent plus rien. Les dirigeants publics, ils se sentent plus responsables de rien. Et maintenant que le réchauffement climatique montre ses effets, c'est immédiatement l'apocalypse. Donc la leçon, moi j'ai envie de dire de cet été, c'est qu'il faut nous adapter au changement climatique dans les plus brefs délais. Et ça passera par la coopération, l'entraide et surtout que les biens communs soient mis en dehors du marché. Merci Benoît. Vu que tu es nouvelle arrivée dans le podcast Camarade, je me permettrai de te poser en fin d'émission la fameuse question rituelle sur la camaraderie. Je te demanderai qu'est-ce que c'est pour toi la camaraderie. C'est aussi le thème de notre podcast. Charles? Avec grand plaisir. J'imagine que tu auras des choses à dire. Charles? Bonjour déjà. Bonsoir à tous. Alors, du coup, je réponds à la question.
l'événement marquant, moi, qui m'a marqué le plus cet été, je pense que c'est la mort de Prigojine en Russie. Je pense que c'est un événement marquant de plus dans une série d'événements mondiaux, mais vraiment, je pense que c'est un événement marquant de plus qui montre qu'on bascule dans une autre époque, dans une autre société, et qu'on est aujourd'hui dans des sociétés conflictuelles et guerrières, et que du coup, nous avons enfin, que les années 2020 tournent définitivement la page de la société passée. Et cette rupture me paraît importante, même si c'est qu'un cas personnel au sein de la Russie. Cela montre la fragilité mondiale sur ces questions-là, et vraiment, je le répète, sur le basculement dans une époque conflictuelle, guerrière, et qui à bien des égards va s'accentuer. Comme disait mon camarade Benoît juste à l'instant, c'est que le début, puisqu'après il y a le réchauffement climatique. Donc voilà. C'est pour moi l'événement marquant de cet été, c'est la mort de Prigojine. Voilà, c'est tout. Merci Charles, très intéressant parce que vous avez choisi quand même des situations, des événements assez différents, donc ça montre aussi que j'ai avec moi aujourd'hui des sensibilités peut-être et des regards différents par rapport à la question que nous avons choisi d'aborder aujourd'hui, qui est la lutte contre l'extrême droite. Alors on va parler de la lutte contre l'extrême droite au niveau local, au niveau national, on va très certainement parler de médias et puis on en viendra très certainement aussi, j'espère, sur le niveau européen avec les prochaines échéances électorales. Pour commencer, j'aimerais qu'on aborde, et le débat est ouvert, hein, je vais vous distribuer la parole, mais le débat est assez libre, donc vous pouvez interagir entre vous. C'est cette idée de se dire, il y a quelques jours, Emmanuel Macron a fait une espèce de réunion comme ça à huis clos, où il a réuni les chefs de parti. On a le sentiment que le tapis rouge peut-être, ou s'il est pas rouge, il est peut-être d'une autre couleur, a été un petit peu déroulé au RN, ou en tout cas, alors que certains dans le camp d'Emmanuel Macron disaient le RN on ne discute pas avec eux, etc., etc. Ils ont quand même été assez bien traités. Est-ce qu'il y a une dédiabolisation du Rassemblement national de la part du gouvernement, ou en tout cas de la part de la majorité? On va commencer par Goran. Oui, merci Baptiste d'aborder ce sujet. Pour moi, c'est extrêmement important d'en parler. Déjà, on observe que Marie Tondelier, une fois que tous les chefs de parti de gauche sont sortis, on a affirmé que pendant les débats, les questions environnementales et de l'écologie avaient été abordées, mais sans plus. Je pense que c'est un point à souligner dans le sens où aussi il y a chez les macronistes et chez la droite en général une espèce de dédain pour tout ce qui est écologie et environnement. Sur l'extrême droite, ça me paraît mais tellement évident que Macron a offert un boulevard à l'extrême droite, dans le sens où c'est évident que Macron préférera toujours avoir en face de lui, ou les macronistes préféreront toujours avoir en face d'eux quelqu'un qui est du RN ou d'extrême droite, parce qu'il sait que la gauche va remettre en question toute sa politique libérale, sous-entendu, hein. Il sait que Marine Le Pen n'est pas si dangereuse pour les intérêts des puissants non plus. Et donc, il y a cette dédiabolisation aussi qui a été opérée. Et on le voit, il faut savoir qu'en 2017, après le quinquennat Hollande, il y a 6 députés Front National qui rentrent à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, on en est à 88. C'est quand même un signe. Il y a 5 ans de Macron entre les deux. Pareil, l'extrême droite au second tour, elle est toujours plus puissante. Surtout dans les territoires ruraux où les gens se sentent abandonnés. Et donc, il y a eu ce déblocage, en fait, de se dire, oui, maintenant, le Rassemblement national est un parti républicain comme un autre. Et il faut toujours rappeler que non, le Rassemblement national n'est pas un parti républicain comme un autre. C'est essentiel de rappeler ça et de dire que oui, Macron offre un boulevard à l'extrême droite. Est-ce que ça vous fait, merci Goran, est-ce que ça vous fait réagir? Est-ce que parmi vous trois, Charles, Benoît et Cyrine, il y en a un de vous trois qui est indigné? Enfin, vraiment que ça l'énerve, ça. Ouais, je veux bien réagir sur ce qu'a dit Goran, en étant... Ça va peut-être surprendre mes 3 premiers mots, mais laissez-moi finir la phrase. Non, je ne pense pas qu'il y ait une dédiabolisation du Front National par Macron. Je pense
en fait que c'est pire, il y a une complicité, mais qui est totalement assumée. Là, on n'est même plus au stade de la dédiabolisation, là on est au stade de on fait copain-copain, et que ce prétexte de les ninis, non aux extrêmes, machin, pour moi c'est totalement faux. Quand on regarde les positions qui sont prises, je me demande quelle est la différence avec l'extrême droite. Quand on a un ministre de l'Éducation qui est plus préoccupé par faire passer des mesures islamophobes qu'améliorer le quotidien des professeurs et le quotidien des élèves en France, qu'on fait partie dans des pires systèmes éducatifs, qu'ensuite de ça, quand on voit à cette réunion, il a envoyé des lettres pas pour les convoquer, mais pour leur demander. Mais par contre, à Éric Ciotti et à Bardella, il les a appelés directement. C'est de grands copains. Enfin, on parle quand même de Ciotti qui est de la droite, de la droite, de la droite. C'est-à-dire qu'à côté de lui, Nicolas Sarkozy est d'extrême gauche, j'ai envie de dire. Et on a un Jordan Bardella. Moi, je continue à dire FN et pas RN. Pour moi, il n'y a pas de rassemblement possible avec ça. Pour moi, c'est un front. C'est un front à combattre. C'est le Front National qui ne rassemble pas les Français. Et là, on est au stade de la complicité tant en reprenant leur discours et pas en les débunkant, en les reprenant, en les validant, en même temps en faisant copain-copain. On a un vice-président de l'Assemblée nationale qui est du Front National, qui a été placé là par les macronistes. Juste après les élections législatives, Emmanuel Macron a convoqué les partis à l'Élysée sans la NUPES pour combattre la NUPES. Il a préféré faire alliance avec des fachos qu'avec la gauche. Sachant son trampoline, le trampoline qu'il a utilisé, c'était bien la gauche, hein, quand même. Hein. Mais là, à ce stade, non, c'est même plus de la dédiabolisation, là, c'est de la complicité totale. Franchement, demain, on m'annonce que Macron, il a passé un accord électoral avec le RN, qu'il y a une alliance, ça m'étonnerait même pas. C'est cette islamophobie constante, il se dédouane en se faisant passer pour quelqu'un qui socialement veut avancer, en passant des trucs comme la PMA, etc. Soit, mais ça n'enlève rien au fait que déjà il y a des ministres transphobes et LGBTophobes dans ses rangs. En fait, c'est absolument là aujourd'hui, honnêtement, je ne vois plus la différence. C'est peut-être très manichéen de ma part, mais vraiment à ce stade, pour moi il y a plus de différence entre les deux. Enfin, c'est à gogo, ça s'enchaîne, et puis bon, on a un Darmanin qui était à l'Action française quand même. Enfin, excusez-moi, mais là, à ce stade, Et d'ailleurs, pardon Cyrine, et d'ailleurs, depuis quelque temps, il y a un mot qui revient beaucoup dans la bouche de la majorité, on va l'appeler comme ça. C'est le mot immigration, référendum sur l'immigration, sujet de l'immigration. Ah oui, c'est vrai qu'on est la grande menace de la France, les personnes issues de l'immigration. Benoît? Oui, alors, si on revient là sur cette histoire de consultation des partis et de grandes réunions à l'Élysée, bon, c'est de la flûte, hein. Voilà, faut pas prendre ça au sérieux. Et je suis plutôt d'accord avec Cyrine. On a passé le stade de la dédiabolisation, ça c'est évident. Et maintenant c'est une opération de fusion qui est en train de se faire. Alors pas de fusion des partis, hein. Certainement pas, mais de fusion politique. Totalement, ouais. Dans les décisions politiques, dans les éléments programmatiques et de manière générale dans la manière dans la façon de voir une façon commune de diriger le pays. Et bon, et en ça il y a pas de surprise, en vérité, hein, parce que il faut se replacer dans la séquence politique qui a démarré en 2017 avec l'explosion du champ politique comme on l'a connu depuis les débuts de la Ve République, et on se retrouve, avant on était dans du bipartisme, gauche, droite, en gros, et une variété à droite, une variété à gauche, et depuis 2017, c'est le paysage politique qui a éclaté et qui est pas encore stabilisé en vérité, hein. Et on a plutôt trois blocs, enfin 4 en vérité. Parce qu'il y a le bloc de l'abstention, hein, qu'il faut jamais oublier, ne jamais oublier dans ces analyses politiques. Mais donc on a 3 blocs. On a le bloc bourgeois, qui est incarné par les macronistes, le bloc d'extrême droite, qui lui-même des effets de concurrence entre Le Pen et Zemmour, et puis un bloc de gauche, un bloc populaire, qui a su se rassembler en juin 2022 autour de la NUPES grâce à la performance au présidentiel de Jean-Luc Mélenchon, et voilà. Et donc il y a 3 blocs, et quand il y a 3 blocs, il y en a un de trop, donc il y a fusion, là, opération de fusion entre le bloc bourgeois et le bloc d'extrême droite pour chasser le bloc de gauche. Et ça, il faut vraiment pas le sous-estimer, vraiment pas. C'est vraiment l'opération qu'ils sont en train de mener, de détruire
le bloc de gauche, et les organisations politiques qui l'incarnent et les personnalités politiques qui l'incarnent également. Et ça, c'est une menace à prendre très au sérieux, puisque en Italie, il n'y a plus de gauche. Il n'y en a plus. Même le Parti démocrate, il est dans les choux. Voilà. Et donc, Parti démocrate, je dis ça parce que, bon, il faudra encore se poser la question de savoir s'il est encore à gauche. Au Danemark, excusez-moi, mais les sociodémocrates ont repris totalement la ligne contre l'immigration et je dirais même qui ont décidé de faire de l'immigration, pardon, j'ai dit au Danemark, c'est Danemark ou Suède, là j'ai comme un doute. Donc ils ont décidé de reprendre cette ligne politique. Et puis évidemment, l'incarnation de tout ça, c'est la Hongrie qui a démarré ce processus dès le milieu des années 2000. Et là aussi, il y a plus de parti de gauche significatif, il y a plus de force de gauche significative. Oui, du coup, excusez-moi, je reprends la parole, j'aimerais juste réagir. C'est tout à fait juste, en fait, je trouve ce que tu dis, Benoît. Et en fait, il y a quelque chose que je répète assez souvent, mais les bourgeois, enfin le bloc bourgeois du moins, il a une doctrine, c'est plutôt Hitler que le Front populaire. Il faut pas se leurrer. C'est la même chose C'est qui évident. se passe que dans les années 30, en fait. En temps de crise. Ouais, En c'est temps de évident. crise, c'est évident. Et même, Cyril, je suis complètement d'accord avec ton analyse. Quand on voit leur vote à l'Assemblée, on voit que le Rassemblement national, enfin, t'as raison, je préfère dire Front national aussi. On voit que sur 45% des textes gouvernementaux, ils votent positivement, alors que la NUPES, en moyenne, elle est en dessous des 20%, quoi. C'est significatif qu'il y a vraiment une espèce de fusion entre ces deux blocs et que c'est totalement ça. On chasse celui qui dérange le plus. Autrement dit, la gauche et Est-ce la qu'il faut NUPES. pas s'inquiéter non plus à la fois de la présence du RN ou du FN, selon comment on l'appelle, à l'Assemblée nationale en masse, et en parallèle de ça, l'émergence comme une nébuleuse d'autres, au pluriel, extrême droite. Zemmour, Philippot, etc., etc. Parce que on parle beaucoup du RN là, mais à mon avis, c'est l'extrême droite au pluriel maintenant. Donc il faut se méfier de ça. Est-ce que la question était pour Goran ou c'était une question générale? C'est une question générale. Ah, Enfin, c'est pour tout le monde. pour moi, il y a qu'une seule extrême droite. C'est juste qu'il y a peut-être des mini-nuances différentes, mais que Le Pen était très contente qu'il y ait Zemmour parce que ça la dédiabolisait. Donc, pour moi, il y a qu'une seule extrême droite avec de la violence plus ou moins assumée, mais que ça soit Philippot, bon, qui est pas du tout représentatif, mais que ça soit Zemmour ou Le Pen, same shit. Le Pen pense la même chose que Zemmour. Simplement, c'est peut-être une meilleure politicienne et elle est peut-être meilleure en stratégie, mais elle pense exactement la même chose, sauf qu'elle s'est édulcorée. Et pour moi, enfin, c'est même pas que je m'inquiète, c'est que j'ai peur. Demain, on a l'extrême droite au pouvoir. Goran le disait, c'est le retour aux années 30. On est en train de répéter les mêmes erreurs, mais inlassablement. Enfin, là, en fait, ça fait des années que on vise les personnes musulmanes, que maintenant, ensuite, on est en train de dérouler le tapis droite à l'extrême droite comme si de rien n'était, en les faisant passer pour des gens républicains. Pour moi, qu'il y ait 88 députés du Front National qui se tiennent debout dans l'Assemblée, franchement, je vais pas mâcher mes mots, c'est une abomination. Ils sont tout ce qui représente le danger pour cette Assemblée et pour la République. Il n'y a absolument rien de démocratique chez eux, il n'y a absolument rien de républicain. Demain, ils passent, c'est les pleins pouvoirs d'office. Ils l'invoqueront de telle ou telle manière. Demain, ils passent, moi je vous le dis, c'est la fin. Ce sera pas une fin définitive, on pourra toujours essayer de reprendre le pouvoir, mais comment, je ne sais pas. Mais demain, le Front National passe, c'est la catastrophe assurée. Alors, je veux pas être défaitiste ou alarmiste, hein, mais factuellement, c'est le cas, ces personnes passent. Vous pouvez être sûr que si tu n'es pas une personne blanche bourgeoise, que t'es un homme, et que t'es pas cisgenre hétéro, t'inquiète pas que tes droits ils te seront supprimés. Pareil, enfin même sans entrer dans ces considérations-là en termes d'économie. Mais vous avez eu le programme politique de Marine Le Pen, le programme économique. En 2017, je crois, en 2022, elle disait, au début, elle voulait un retour au franc. Après, on dit que c'est trop compliqué. Non, mais on fera un mix de deux, on laisserait les gens choisir entre le franc et l'euro. Mais sérieusement, même moi qui est peut-être 30 ans de moins qu'elle, avec mon moins d'expérience qu'elle, je sais que c'est une connerie totale. Donc, le danger, il est total, il est complet face à l'extrême droite. Tant qu'il y aura des députés d'extrême droite dans l'Assemblée nationale,
notre République, elle sera en danger. Et quand on voit des macronistes là, c'est même plus un tapis rouge, là, c'est des appels de phare. Là, ils sont en train de se passer la bague au doigt, qui ne font que parler d'immigration, comme si l'immigration était une menace, alors que désolé, mais bon, sans nous, je ne pense pas que beaucoup de choses auraient été faites, hein, donc que ça soit pendant les guerres avec les tirailleurs africains, ou avec les harkis, que ça soit la main d'œuvre bon marché. Donc, moi, franchement, ouais, quand je vois une extrême droite qui est en train de monter, et que je vois Emmanuel Macron qui est totalement complaisant, qui donne des interviews dans Valeurs Actuelles, j'ai envie de lui dire, vous êtes un danger. Et honnêtement, je ne lui pardonnerai jamais ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire s'allier avec l'extrême droite de façon assumée. Voilà. Et tu sais que par rapport au JDD quand même, ils ont dit, ça, pardon, ça me fait rire, hein. Ils ont dit, personne va dans le JDD. 2 jours après, ministre de l'Éducation en couverture quand même. Et ben voilà. Non mais là mais vraiment à ce stade, il n'y a même plus de dédiabolisation. Je vous jure que c'est une complicité totale. C'est limite si je me dis pas, le mec depuis le début il l'avait prévu, il est d'extrême droite. C'est pas possible. Enfin non, quand même sortir un truc sur Martin Luther King en mettant que des gamins blancs, mais sérieusement, on pense que c'est rien du tout, mais c'est tellement significatif. Et il y a énormément de personnes, je me sens plus du phénomène en sciences politiques qui parlent de ça, mais où t'assumes pas ton vote. Donc les sondages ont toujours à la baisse le score de l'extrême droite. Et là, je pense que c'est un peu pareil, c'est qu'il y en a pas mal qui se sont dit que en termes d'opportunités politiques, mieux vaut pas aller à l'extrême droite, tu te fais cramer dès le début. Non, on y va de façon un petit peu insidieuse. Donc le danger est là. Je me permets de te corriger, Après, Cyril. Charles. Justement, là, oui, bien sûr, Charles. Justement, il n'y a plus de sous-estimation, il n'y a plus de vote caché du Rassemblement national. Et non, mais justement, c'est pour ça que et on l'a encore vu lors de la campagne présidentielle en 2022, comme on l'avait vu en 2017, où pendant très longtemps, Marine Le Pen, en particulier quand c'est 3 ans, 4 ans avant, mais même dans les derniers mois, il y avait une Marine Le Pen à 26, 27, 24, 25%, et puis bon, au final, elle a fait 23 et des poussières. Donc non, il y a pas de sous-estimation ouais, mais les gens rarement une surestimation des résultats. Mais Pardon ? Certes, alors peut-être que sur les sondages, effectivement, ils sont peut-être un peu plus véridiques, mais dans la vie de tous les jours, très rares sont les personnes qui vont te dire dans le jeu, oui, je vote Front National. Maman, pour le voir, hein, j'ai appris qu'il y avait des personnes dans mon entourage qui avaient voté Front National, alors qu'elles prétendaient être contre, tu vois. Donc il y a encore cette volonté de... Ouais, moi je t'invite à te méfier aussi de ton quotidien. Moi c'est pareil, moi tu vois, je connais personne qui a voté Macron, tu vois. Bon, pourtant il a fait 27% et puis il est devenu président de la République. Donc, la différence c'est que moi je connais des personnes qui ont voté l'extrême droite sans l'assumer et pourtant elle a quand même fait un bon score, donc c'est différent quand même. Bon, on va continuer, Charles. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur ça ou on enchaîne sur une autre thématique? Pour réagir rapidement sur ce sujet, moi, je me pose je me pose une question pure et simple sur Emmanuel Macron. C'est depuis quand un président de la République est-il le chef de la majorité? Est-il responsable de consulter les partis politiques et de consulter les forces parlementaires? Moi, je pense que là, on a un problème majeur, c'est qu'il y a une confusion des genres. Je crois que Emmanuel Macron n'est pas le Premier ministre de la France, ou alors quelque chose m'a échappé. Il n'est pas non plus chef à l'Assemblée nationale ou chef de groupe à l'Assemblée nationale, ou encore là, quelque chose m'a échappé. Faire de la communication comme ça pour la communication, ça peut que renforcer l'abstention, puisque c'est de la déception. Emmanuel Macron convoque tous les partis pour rien annoncer derrière. Inutile de vous dire que le seul gagnant de cette histoire, c'est l'abstention. Et ensuite, moi, ce qui me choque le plus dans cet événement, c'est comme je vous dis, c'est le rôle constitutionnel du président de la République qui a été bafoué. Emmanuel Macron n'a-t-il pas mieux à faire aujourd'hui? On voit qu'il y a des coups d'État en Afrique, on voit une Afrique déstabilisée, on voit une Europe qui plonge dans la récession, je pense notamment aux Pays-Bas, on voit que l'Europe patine sur beaucoup de sujets, on a la guerre à nos portes en Ukraine, on a toujours la menace du réchauffement climatique qui n'est pas traitée d'un point de vue mondial. La France, en plus, est un pays hôte des Jeux Olympiques, de la Coupe du Monde de rugby, etc. Donc la France a en plus une certaine diplomatie à exercer qu'elle n'exerce pas. Je rappelle quand même que Emmanuel Macron, suite aux émeutes, n'a pas pu recevoir le roi britannique, ni même ni même les autorités allemandes, et qu'ils les font patienter depuis le temps. Donc moi, la question que je me pose face à cette opération de communication totalement naze, totalement ratée et totalement nullissime, qui en réalité est plus une guerre entre Macron et ses ministres qu'autre chose, la vraie question c'est à quoi ça sert, quelle est l'utilité, à quoi joue-t-il, pourquoi sort-il de son rôle constitutionnel, pourquoi ne fait-il pas
ce pourquoi il a été élu et quel est le résultat politique de tout ça. À titre personnel, peut-être que je me trompe, mais à titre personnel, j'ai la conviction que ceci va mener à de la déception du politique avec un grand P majuscule, c'est-à-dire du collectif, et que du coup ça va renforcer l'abstention. Moi, c'est la sensation que j'ai face à cette réunion des partis qui n'a de nom qu'un exercice de com sur les réseaux sociaux. Bon, merci Charles. On va essayer de prendre 5 minutes pour faire un petit peu le tour d'une autre question qui est complémentaire avec ce dont nous sommes en train de parler. On disait notamment qu'Emmanuel Macron avait une perte peut-être d'autorité, il peut pas se représenter, une perte d'action politique parce qu'il n'a pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut faire de la communication. Et pour faire de la communication, et c'est propre à beaucoup de partis politiques, il y a des médias, il y a les réseaux sociaux, il y a les journaux, il y a la presse, grands médias d'influence et petits médias du digital. Est-ce que vous pensez que, et c'est aussi le propre de ce podcast, pourquoi on se réunit, pourquoi on discute, c'est parce qu'il faut qu'on trouve des espaces de discussion, il faut occuper l'espace. Est-ce que vous trouvez que l'extrême droite, et notamment avec ce qui s'est passé avec le JDD, est en train un petit peu d'occuper ce terrain médiatique et qu'il ne faut pas le laisser faire? Du coup, je vais commencer. Déjà, ça paraît évident que, pour poser les bases, les médias en leur majorité aujourd'hui en France sont à droite sur l'échiquier politique. On le voit bien. Donc, il y a le groupe Lagardère, possédé par Bolloré, qui est tentaculairement, est en train de posséder de façon tentaculaire les médias. Ça a commencé en 2017, avec Canal+. Et notamment le fait qu'il ait cessé de faire diffuser les Guignols alors que ça faisait une audience pour la chaîne qui était monumentale et que ça plaisait aux Français. Mais vu que ça a blessé son petit ego, il a décidé de le supprimer d'un trait de plume. Sur le JDD, c'est pareil. Je veux dire, on le voit, c'est des grands groupes financiers qui possèdent aujourd'hui ce journal qui était plutôt du centre ou qui était même pas affilié politiquement en fait. C'était juste un journal du dimanche et qu'aujourd'hui on voit très bien que sa ligne éditoriale a basculé à l'extrême droite toute. Quand on a Pascal Praud, Geoffroy Lejeune et Nathalie, j'ai oublié son nom, qui était sur Sud Radio, déverser leur haine, notamment des musulmans, et en plus mettre des fake news dans ce journal, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Les médias de droite, du coup, ont plus de poids. Parce que, à la fois, donc il y a les médias traditionnels, donc tout ce qui est télévision, journal, etc., mais il y a aussi sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que ils ont une communication, les fachos et les conservateurs, extrêmement pointue sur les réseaux sociaux. Ils visent très bien les gens qui veulent viser, en fait, tout simplement. Et surtout, on peut se demander si on n'est pas en train d'endoctriner les Français et les Françaises dans une espèce de spirale xénophobe, islamophobe, antisémite aussi, parce que faut pas le cacher, il y a encore beaucoup d'antisémitisme promu aussi en partie par ces médias-là. Donc évidemment, aujourd'hui, les médias de droite ont plus de poids. Benoît, je veux bien ton regard sur ce sujet, et l'objet de cet épisode, c'est aussi de se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire? Oui, plusieurs choses sur la question des médias. Déjà, est-ce que les médias notamment les médias traditionnels et les médias les plus importants, ont-ils été à gauche un jour? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils ont toujours été globalement dans l'air du temps, plus ou moins en lien avec le pouvoir en place, et donc oui, là on a une Macronie qui s'extrême droitise, et donc il y a le champ politique qui s'extrême droitise d'une certaine manière. Le JDD, ce n'est qu'un exemple grossier, je vous l'accorde, mais pour autant, moi je vais pas pleurer sur leur sort, parce que le JDD, là maintenant que la ligne est clairement d'extrême droite, pour autant ces dernières années c'était une ligne macroniste.
Les macronistes s'extrême-droitisent, le JDD s'extrême-droitise avec eux, quoi, tout simplement. Bon, voilà, ça c'est sur le paysage médiatique, et donc d'une certaine manière, c'est même pas une question de poids de la droite ou de l'extrême droite, c'est juste que ils sont hégémoniques. Voilà, la droite est hégémonique aujourd'hui, depuis 10 ans, 20 ans dans les médias, et bon voilà, c'est comme ça, il faut faire avec, en ayant en tête quand même malgré tout que les journalistes, par exemple, c'est une des professions les plus détestées par les Français. Il y en a que, je crois, 20% des Français qui reconnaissent la qualité du travail des journalistes, à égalité avec les politiciens d'ailleurs. Les audiences télé, elles sont globalement en baisse. La presse, l'audience de la presse est également globalement en baisse. Donc il ne faut pas non plus trop donner d'importance au paysage médiatique et notamment à son pouvoir d'influence. Un des exemples, par exemple, c'est, alors ça date un peu, c'est moi. Et moi, ça m'a marqué parce que ça a été le premier vrai moment de politisation dans ma vie. C'est la campagne de 2005 contre le traité constitutionnel européen. On a assisté à une propagande massive, grossière, continue pendant des mois et des mois pour voter oui à ce traité contre ce TCE. Et puis finalement, les Français, ils ont voté à 55% contre. Voilà. Donc preuve en est que les médias ne sont pas, n'ont pas non plus tous les pouvoirs, et notamment un vrai pouvoir d'influence sur les Français. Bon. Il n'empêche que, après, effectivement, face à cette situation, il faut avoir une stratégie. Donc, la stratégie insoumise, elle est toute simple, c'est de contourner l'officialité médiatique. Donc, c'est-à-dire que quand on est invité par eux, évidemment, on y va, et puis on prend la parole, et puis on dit les choses crues et drues, et on se laisse pas faire, et on ne leur donne pas le point, et on tient la ligne, et on respecte nos propres principes. Et puis, ça c'est pour la partie média officielle, et puis, oui, il faut travailler. Faut travailler à convaincre au-delà et ailleurs que dans les médias. Et donc il y a une partie du travail, c'est évidemment sur les réseaux sociaux. Effectivement, l'extrême droite est présente depuis longtemps, mais la gauche aussi, elle est présente. Mélenchon, c'est la première chaîne, c'était la première chaîne politique sur YouTube. On a des youtubeurs de gauche qui commencent à percer significativement. Bon, voilà, on n'est pas dans les choux. Et puis, mais ça, j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler peut-être un peu plus tard dans l'émission. C'est que faut aussi être présent, quoi. Faut que les militants de gauche, ils soient là pour parler avec les gens, pour leur parler en vrai. Et leur dire des choses intéressantes, des choses qui donnent de l'espoir, et puis des choses qui sont pas saoulantes à entendre. Voilà. Travailler le fond et la forme. Alors on enregistre le 3 septembre, et le 3 septembre, c'est le jour de naissance de Jean Jaurès. 3 septembre 1859, Jean Jaurès qui a fondé l'humanité, et on peut se poser la question si il n'y aurait pas la nécessité de penser de nouvelles formes d'information, de propagande même, on peut le dire comme ça, de discussion, d'information et de territoire, on va dire, de communication en lien avec nos valeurs, nos principes et nos combats. Cyrine? Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, sauf à une petite nuance, c'est que si pour moi les médias réussissent leur coup, effectivement, dans les exemples que Benoît a donnés, ça n'a pas fonctionné, mais sur d'autres sujets, ça a fonctionné. C'est-à-dire que là, encore une fois, le thème étant l'extrême droite, c'est pas seulement sur les médias qui deviennent extrême droite, c'est sur les idées d'extrême droite nauséabondes qui sont diffusées dans les médias et qui commencent à être acceptées par tout le monde. C'est-à-dire que aujourd'hui, tout le monde parle d'immigration, t'as 7 Français sur 10 qui sont contre. Après, encore une fois, bien sûr, oui, ce ne sont que des sondages, mais t'as des thèmes qui sont abordés qui ne l'étaient pas avant et qui sont largement acceptés, alors qu'avant, c'était estampillé extrême droite et qu'on n'en voulait pas. Donc, ces médias-là d'extrême droite, je trouve qu'ils arrivent quand même aussi à faire le travail. Certes, sur l'issue de certains votes, effectivement, non. Mais sur tout ce qui va être plus sociétal, si, moi je trouve qu'ils réussissent leur coup en fait. C'est en imposant cet agenda extrême droite, en imposant ces thématiques tout le temps partout, c'est repris par tout le monde. Enfin aujourd'hui ça a quasiment choqué personne l'interdiction de la baya à l'école.
aujourd'hui, enfin, quand il y a des thèmes qui sont abordés, qui sont très souvent racistes d'ailleurs, hein, bah, le truc c'est que les Français en fait vont malheureusement l'adopter. Donc moi je trouve que en ça ils ont réussi leur coup et que il y a une indépendance de la presse à avoir. Et je vous invite à vous renseigner sur la proposition de loi de Sophie Taillé-Polian qui est députée Génération du Val-de-Marne. C'était Elle l'avait notamment annoncé suite à ce qui s'était passé avec le JDD et puis ensuite là avec le cambriolage dans les locaux de l'Humanité. Et on pense, comme tu l'as dit Baptiste, à Jean Jaurès parce que c'est son anniversaire. Mais non, non, moi je pense ils ont réussi leur coup. Et en même temps, on a des politiciens qui sont de plus en plus extrême droitisés de façon décomplexée, même s'ils se prétendent de centre, qui nous parlent de ni extrême gauche ni extrême droite. Et en même temps, bah, on a des médias et un Bolloré qui a littéralement assumé euh, de faire, enfin, c'était quoi sa formulation? Pardon, je ne m'en souviens plus, mais de faire tout ce qui était en son pouvoir pour imposer ses idées politiques à travers les médias avec son argent. Pardonnez-moi, je ne me souviens plus de ce qu'il avait dit, mais on a un mec qui assume totalement vouloir extrême droitiser la France et être prêt à cracher tout son argent dedans. Enfin, non, non, moi, la, il y a une, il y a un danger qui est là. Et là où effectivement, je suis d'accord avec Benoît sur la stratégie, c'est peu importe où t'es invité, tu y vas et tu prends de la place parce que c'est comme ça que tu seras écouté. Nous, c'est aussi une stratégie qu'on a dans pas mal de milieux féministes. Mais non, non, là, ça devient gravissime. Il faut une indépendance totale de la presse et en même temps, comment est-ce qu'on la garantit? Parce que soit elle est payée par l'État, et bah, dans ce cas, ce qu'on appelle un média d'État, et c'est l'inverse de la démocratie, soit c'est des fonds privés, mais on l'a bien vu que dans un monde capitaliste, t'as des Bolloré qui peuvent reprendre le pouvoir, quoi. Donc je m'interroge sincèrement sur les solutions. On les a, les problèmes, mais après, quelles sont les solutions? Je vous avoue être assez dubitative. Bah, pour Ouais, réagir sur les... juste, ouais, excuse-moi Charles. Juste, je vais juste rebondir sur ce que disait Cyrine. Effectivement, je suis assez d'accord avec ce qu'elle dit. Bien sûr que les thèmes de la droite et l'extrême droite saturent le paysage médiatique. Et en particulier depuis cet été et depuis les révoltes urbaines qu'on a connues à la fin juin. Ça c'est évident. Mais pour autant, là il y a eu un sondage, je crois que c'est un sondage IFOP, les préoccupations des Français à la rentrée. Il n'y a pas l'immigration dans le top 5 des préoccupations. L'immigration n'y est pas. C'est pas une préoccupation. Pouvoir des Français. d'achat. C'est effectivement un des thèmes numéro 1 du paysage médiatique, mais pas des préoccupations. Les préoccupations des Français, c'est la santé, c'est l'inflation, inflation, pouvoir d'achat, etc. C'est l'éducation, évidemment, à la rentrée, la délinquance évenemment, et les retraites. Je suis Il y a pas totalement l'immigration, d'accord par avec exemple. toi. Donc c'est intéressant, quoi. Bien sûr qu'il faut être il faut être préoccupé, être vigilant et batailler, ça c'est clair, hein, aucune tolérance contre le racisme, mais il y a un peu d'espoir, c'est que ça ne prend pas totalement dans la population des Français. Je réponds Et très je très m'arrête là, rapidement, merci. pardon. Je suis d'accord avec toi et en même temps je suis pas d'accord sur l'analyse. C'est que certes ça ne fait pas partie de la liste des préoccupations, sauf que qu'est-ce que va leur présenter l'extrême droite comme solution par rapport à la santé, par rapport à l'éducation, par rapport à ci, par rapport à ça, la lutte contre l'immigration et que l'immigration est une menace pour toutes ces préoccupations-là. Donc faut aussi qu'on comprenne que l'immigration n'est pas juste un sujet à part entière et qu'en fait il est instrumentalisé par l'extrême droite pour être rentré dans n'importe quel domaine et que t'as plus en plus de personnes qui, oui, sont malheureusement convaincus que c'est à cause de l'extrême droite qu'on a plus d'argent, que nos hôpitaux c'est la merde et que ci et que ça. Parce que ouais, mais regardez tout l'argent qu'on donne aux réfugiés, qu'on donne aux migrants, les clichés horribles racistes que je m'apprête à dire, ouais mais les immigrés ils font 40 000 enfants pour avoir l'aide de la CAF. En fait, c'est certes pas dans la liste des préoccupations, mais parce qu'en fait, elle est insérée dans n'importe quelle préoccupation. Quand tu vas leur demander leur solution à ces préoccupations-là, bah t'en as beaucoup qui vont te répondre d'immigration. Donc et c'est un sujet partout. Dès qu'il y a un truc qui se passe, les médias vont pas en parler. Ils vont parler de quoi? Ils vont parler d'immigration. C'est le sujet dont on parle le plus tout le temps et partout. Et c'est un sujet. Tu penses que les vêtements, c'est un sujet de préoccupation des Français? Sincèrement, que ce soit l'uniforme. Mais c'est bien ça que je te dis, c'est que ça soit c'est quoi le l'uniforme à lien avec l'école, ces vêtements-là? voire, C'est pas juste que les filles montrent leur corps, c'est c'est la parole à un Charles, vêtement excuse-moi Cyrine, qui est de je veux bien culture. que tu réagisses sur ça. Mais quand, tu sais, il y a eu ce fameux débat sur les gens, les députés, les représentants de gauche étaient habillés en jean et en chemise, et les représentants du Rassemblement National ou du Front National étaient habillés avec la cravate. Quand t'en es à parler que de tenue
et de fringues, comme ça peut être fait à l'école, c'est que t'as pas envie de regarder les vrais problèmes. Ouais, mais C'est que t'as pas tu envie peux pas de comparer les deux quand même. Là, tu compares un truc de comment est-ce qu'on se présente quand on est élu politique à un truc qui est littéralement islamophobe. Il y a absolument rien Ce à que je voir. veux dire, c'est Là, que ils quand tu parlaient veux pas pas de aller la au cravate et du jean des députés en fonction de leur origine. Là, ils en parlaient en fonction de, oui, de la prestance politique ou que sais-je. Hein. Ça, franchement, je t'avoue que j'avais pas vu ce débat-là. Là, alors que le sujet de la abaya, à ton avis, mais qui est visé? Ce sont des jeunes filles qui sont maghrébines. Et à chaque fois, ce qui est tout le temps ce qui est tout le temps dans le discours, c'est islamisation de la France, immigration, etc. L'immigration africaine qui est majoritairement musulmane. Tu peux pas comparer les deux. T'en as un, c'est... Non, ce que je veux dire, c'est que la façon de traiter les sujets, non, je compare pas les sujets en tant que tel, je dis la façon de les traiter. On était sur les médias. La façon de les traiter, c'est qu'on s'engouffre dans quelque chose qui est, du point de vue de l'Assemblée nationale, cosmétique, et en fait, on en fait un sujet. Là, sur les réseaux, j'ai vu, pas plus tard qu'il y a quelques heures, il disait aux journalistes, pour la rentrée, allez dans les écoles, chasser, à la chasse, aux vêtements. Mais on est chez les fous. Ouais, On est chez les fous. Alors qu'il y a je sais pas combien de personnes en situation de handicap ouais. Il y qui n'ont pas de place à il y a l'école. 23% d'enfants qui sont Voilà. scolarisés. Tu vois? Oui, oui. Mais en même temps, non, mais ce sujet de l'habit, ça fait aussi hyper longtemps. Quand il y a eu la loi de 2007 de Sarkozy qui a interdit la burqa. Alors, moi, personnellement, à titre personnel, vraiment, je ne parle que de moi. Moi, oui, je suis contre la burqa. Mais ça, c'est plus par, enfin, je parle venant de cette culture-là. Et sachant que il y a beaucoup de personnes musulmanes qui pensent pareil. Mais c'est un sujet qui a toujours été là, ça a été le voile. C'est le voile, c'est les femmes musulmanes qui veulent cacher leur corps, c'est oh il faut les libérer, etc. Alors que là, le sujet du jean et de la cravate, ça fait pas si longtemps que ça. Et effectivement, oui, c'est la façon dont les médias d'extrême droite traitent les sujets. Mais là, c'était plus un truc pour faire le buzz, plutôt que parler des vrais sujets quand ils parlent de jean ou de cravate. Alors que les vêtements des jeunes filles issues de l'immigration, si ça c'est un sujet qui a toujours été sur la table. Moi j'allais en cours à un moment, genre j'avais dû faire un truc à mes cheveux, j'avais eu un problème. J'ai mis une sorte de turban sur mes cheveux pour bien garder le soin parce que c'était compliqué. J'ai vu la différence dans les yeux de mes professeurs qui pensaient que j'étais en train de me voiler. De toute façon, qu'est-ce que ça peut leur faire même si j'avais commencé à me voiler? Ah, enfin, je me souviens encore avoir dû leur dire un prof qui m'a fait une réflexion que j'étais athée. J'ai dû lui dévoiler mon opinion religieuse pour qu'il me lâche la grappe. Donc on peut pas comparer les deux. Et la façon dont les médias traitent ces sujets-là, bah c'est dès que ça va toucher à l'immigration, dès que ça va toucher aux personnes musulmanes, ils vont bombarder dessus. Et dans les préoccupations, bah si les Français s'en préoccupent parce que pour eux c'est la solution à tous leurs problèmes. Enfin, je schématise bien sûr, mais aux yeux de l'extrême droite, la solution à tous les problèmes qu'on rencontre, que ça soit au niveau santé ou au niveau éducatif, bah à chaque fois c'est l'immigration. Avant de laisser la parole à Charles, juste pour répondre par rapport à ce que tu disais, moi je suis quand même assez choqué de voir que ce soit sur les médias sociaux ou même dans certains médias, tu vois, chaque fois qu'un député ou un représentant de gauche, il est habillé d'une certaine façon, on le juge, il est moqué, etc., etc., sous-entendu parce que il est populaire. Et moi ça me fatigue aussi, ce côté un peu d'élite faciès. Charles? Je vais essayer de dire en un mot. Je vais essayer de dire que j'étais plutôt d'accord avec ce qu'a dit Benoît tout à l'heure. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on peut croire, les médias n'ont jamais soutenu la gauche. Les médias n'ont jamais facilité la gauche. Enfin, reprenez rien que le parcours de François de François Mitterrand et pas François Militant, pardon, de François Mitterrand. Ça a toujours été la croix et la bannière pour lui, pour s'exprimer dans les médias, pour faire passer ses discours, etc., qui étaient souvent caricaturés, souvent tronqués, souvent déformés par les journalistes. Et aujourd'hui, je pense, et d'ailleurs ça rejoint ce que disait Benoît tout à l'heure, aujourd'hui le problème, il faut pas non plus victimiser la gauche. La gauche a aussi sa part de responsabilité dans le fait qu'elle devienne inaudible dans les médias. Je crois qu'aujourd'hui, elle a été naïve sur bien des sujets. Je vous donne juste 2-3 exemples, histoire de me faire comprendre de manière simple et factuelle. Aujourd'hui, quand vous êtes invité sur un plateau télévisuel ou médiatique et que vous êtes de gauche, si on vient vous parler de barbecue, si on vient vous parler d'accords électoraux, ou si on vient vous parler des lacs du Connemara, mais on se lève et on se casse. Désolé d'être vulgaire, mais c'est comme ça. On se lève et on se casse. François Mitterrand, en son temps, il disait non à des interviews, il coupait des interviews, etc. Il faut aussi dire aux journalistes leur malhonnêteté intellectuelle. Et là,
Je pense, je sais pas, aux campagnes de 2007 ou aux campagnes de 2011-2012, idem, où on avait vu une gauche qui remettait clairement en question des choix éditoriaux de certains journalistes. Parce que vous le vouliez ou non, oui, la presse est politisée, hein, ce n'est pas un scoop de vous le dire, et oui, on va pas se mentir, hein, que le microcosme médiatique est plutôt parisien, plutôt rive gauche, et n'est jamais vraiment plutôt de gauche, hein. C'est bien au contraire, c'est plutôt des milieux de droite ou des milieux libéraux, enfin vous appelez ça comme vous voulez, qu'importe. Donc aujourd'hui, il faut aussi que la gauche elle sorte de sa naïveté, qu'elle arrête de perdre la bataille culturelle, et que quand on lui dévoile des thèmes qui ne sont pas les siens, quand on la caricature à l'extrême, il faut soit se lever et partir, comme je l'ai dit, soit il faut retourner la table et imposer un sujet, ou soit il faut y dire qu'on est là pour, ou soit il faut dérouler des propositions très concrètes, très factuelles. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on est dans des débats qui ne sont pas intéressants, et qu'importe d'ailleurs ce que les gens pensent et les opinions personnelles de chacun. Mais quand on ouvre aujourd'hui un média de gauche et que le débat, ça va être, excusez-moi, mais ça va être de savoir si vous êtes plutôt Ségolène Royal ou pas, si vous êtes nup ou pas nup, si vous êtes si vous mangez de la viande ou si vous ne mangez pas de la viande, bah, évidemment que toutes ces préoccupations-là et que tous ces débats-là, aussi intéressants peuvent-ils être pour des microcosmes ou pour des militants de partis ou pour deux, trois journalistes, comme j'ai dit, rive gauche à Paris, pour le trois quarts des Français, ça ne les intéresse pas, ça ne les intéresse pas, ça n'a pas de lien avec leur vie réelle, ça n'a pas de lien avec la vie concrète, et je rejoins aussi Benoît là-dessus, et je m'arrête là, quand Benoît a dit qu'il fallait aussi que la gauche parle sur le terrain, et il a raison. Aujourd'hui, on voit des quartiers ruraux en entier basculer à l'extrême droite. Bah moi, quand je prends, parce que je suis dans un département qui est mi-banlieue, mi-rural, quand avec nos militants on prend nos voitures et on va faire des virées dans des petits villages beaucoup plus ruraux, beaucoup plus abandonnés, bah on voit quoi? On voit qu'il n'y a absolument personne politiquement dans ces terrains-là, et les seules affiches qu'on trouve, ce sont des affiches de l'extrême droite, puisque l'extrême droite, elle, a occupé le terrain. Donc je rejoins Benoît sur le fait que oui, il faut qu'on réoccupe le terrain, et d'abord gagner le terrain et parler de la vie réelle des Français. Moi je pense, enfin, j'ai toujours pensé ça, peut-être que je me trompe, mais j'ai toujours pensé qu'il valait mieux partir du bas vers le haut plutôt que l'inverse. Merci Charles, très très bonne transition pour parler d'espace que nous avons peut-être délaissé. On va se poser la question avec Goran. Est-ce que nous avons perdu l'écoute des travailleurs? Déjà, Charles a dit quelque chose de très intéressant, qu'il y ait des quartiers ruraux qui soient complètement passés à l'extrême droite. Je vais prendre un exemple. J'habite dans une région, l'Occitanie, qui a aujourd'hui 15 députés FN, enfin voilà, qui sont d'origine occitane. La majorité viennent des Pyrénées-Orientales et de l'Aude. Notamment pour l'Aude, c'était un département qui était socialiste à la base, qui voilà a une histoire de gauche. C'est des viticulteurs en fait les Audois à la base, donc vraiment ils votaient souvent à gauche, voilà pour leur retraite, pour leur etc. Et c'est aussi le département qui a élu plusieurs fois Léon Blum en tant que député. Et aujourd'hui, on voit que les trois circonscriptions de l'Aude sont au Rassemblement national ou au Front national. Dans l'Hérault, mon département, il y a 3 circonscriptions sur les 9 qui sont au Rassemblement national. Donc ça veut dire quelque chose. Et évidemment, les 3 circonscriptions héraultaises qui sont passées au Rassemblement national, c'est parmi les 3 plus rurales du département. Donc ça veut dire quelque chose aussi. Pour moi, évidemment, la gauche a perdu le vote des travailleurs. Ça paraît évident, les ouvriers votent en majorité pour le FN aujourd'hui. Philippe Brun tenait la fête populaire aujourd'hui dans sa circonscription dans l'Eure. C'est le seul député de gauche de l'Eure. Le reste, c'est que des fachos. Et il a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit justement que voilà, la gauche avait perdu le vote populaire parce que la gauche s'est détournée de ses objectifs de base, c'est-à-dire parler simplement et des choses simplement aux gens et des choses qui ressemblent aux gens. Je veux dire, l'abaya, c'est un sujet à discuter, mais je veux dire,
il y a de la pauvreté, il y a de la précarité pour la rentrée scolaire. Il y a peut-être des élèves, des enfants qui auront pas tout le matériel qu'il leur faut parce que leurs familles n'auront pas les moyens de leur offrir. Pareil, cet été, il y a moins de la moitié des Français un peu moins de la moitié des Français qui sont partis en vacances. Je veux dire, c'est significatif. Euh, Autre chose, les salaires, les retraites, ben c'est quelque chose dont on doit parler. Le coût de Et l'électricité. on ne, c'est ça le coût de l'électricité. Et le quinquennat Hollande, ça, vu que voilà, le quinquennat Hollande a joué un grand rôle dans l'abandon des classes populaires. Parce qu'en 2012, il y avait quand même un espoir que Hollande fasse quelque chose pour les classes populaires et voilà, engage de grandes réformes sociales. Qu'est-ce qu'il a fait au bout? Ben, il a produit Macron. Donc vraiment, c'est quelque chose à réfléchir. Donc la NUPES, c'est un outil qui nous permet déjà de nous parler et en plus de construire notre façon d'agir. Mais il faut aller plus loin. Faut dépasser le simple cadre des discussions à Paris. Il faut qu'on aille massivement sur le terrain, quoi, et qu'on parle des sujets qui intéressent les Français dans l'instant. Ça peut être le coût du chauffage, les retraites, leur salaire, la rentrée. Mais il faut parler des sujets quoi qui intéressent réellement le fond des Français quoi et pas de ces inepties enfin voilà dont on s'est targué pendant des années de vouloir parler en premier et peut-être que les sujets sociétaux pardon ont pris le pas sur les sujets sociaux. C'est aussi quelque chose à discuter. Mais voilà, il faut savoir retrouver l'ADN qui fait de nous des gens de gauche, c'est-à-dire la défense des droits des travailleurs et la défense d'une vie digne pour toutes et tous. Benoît, est-ce qu'il faut aller au front, comme disait Goran? Oui, bien sûr qu'il faut aller au front et c'est bien la stratégie du front contre front qu'il va falloir remettre en œuvre d'une manière ou d'une autre pour défaire l'extrême droite. Ça oui. Alors après il y a plein de façons de faire. Je vais en parler juste après. Néanmoins, par rapport à ce que disait Goran, est-ce que la gauche a perdu les travailleurs? Est-ce qu'elle a perdu les ouvriers, les employés? Moi, je suis pas d'accord de dire qu'on les a perdus. Parce qu'en réalité, c'est pas vrai. Première chose, tous les ouvriers n'ont jamais voté à gauche. Tous à gauche dans le passé, c'est pas vrai. Même en 1981, il y a plus d'un tiers des ouvriers qui n'a pas voté François Mitterrand. Voilà. Il a toujours existé des ouvriers de droite, il en a toujours existé. La différence, c'est que avant, il y avait les ouvriers, souvent en fait dans des contextes de capitalisme assez paternaliste, qui votaient à droite. Ça, c'était avant. Et maintenant, ils votent extrême droite. Voilà, c'est essentiellement ça la configuration politique qu'on a aujourd'hui. Et il faut arrêter de croire aux mythes créés et propagés par l'extrême droite elle-même. L'ancien électeur communiste qui dégoûté maintenant se met à voter au Rassemblement national. Non. Non, mais c'est se cacher les yeux. Ça n'existe pas. Quand même, non, c'est quand même se cacher les yeux de dire que quand même notre électorat ouvrier n'est pas parti massivement chez l'électorat d'extrême droite et notamment Marine Le Pen en 2017 surtout. Enfin, je veux dire, on avait quand même une base ouvrière et elle est partie en grande partie. Elle est ailleurs, quoi. Alors, la grande partie, elle est partie dans l'abstention. Voilà, ça c'est clair et net. La plus grande partie est partie dans l'abstention. Et après, si on regarde les résultats de 2022, moi je regarde évidemment ceux de Jean-Luc Mélenchon, il était à 22% en moyenne au niveau national. Et si on regarde les 5 grandes catégories socio-professionnelles, en fait, il est entre 22 et 27% dans toutes les catégories professionnelles. Donc il a un électorat assez interclassiste et ça c'est plutôt intéressant malgré tout. Et par contre, je dis entre 22 et 27%, et il fait les scores maximum. Il est, je crois, à 25 chez les ouvriers, 27 chez les employés. Et c'est pareil au niveau du diplôme, où il oscille entre 19 et 25%. C'est plus en fait en termes de classe d'âge qu'il y a des gros écarts avec plus de 30% chez les 18-24 ans, chez les 25-34 ans, et par contre chez les plus de 65 ans, là il s'effondre à 12-13%. Bon, tout ça, je dis tout ça parce que tu as évoqué Goran le quinquennat Hollande. Bah oui,
Malheureusement, on part tous de là. Et on sait tous que quand la confiance elle est partie, il est très 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 difficile de la récupérer. Et on sait tous que pour d'innombrables raisons, le quinquennat Hollande a été une immense déception, principalement et d'abord pour des raisons socio-économiques. Voilà. Il n'y a pas eu de coup de pouce du SMIC, il n'y a pas eu de grande réforme des impôts, il n'y a pas eu de gestes significatifs en faveur du partage des richesses. Voilà. Et donc les Français et les classes populaires et les ouvriers et les employés, ils n'ont pas vu de progrès significatifs dans leur porte-monnaie. Donc ils ont dit, ils considèrent aujourd'hui, c'est globalement ça leur pensée, tout ça c'est du pareil au même, c'est des incapables, ça sert plus à rien d'aller voter parce que de toute façon c'est toujours les riches qui en profitent. Ça j'ai envie de dire c'est un petit élément d'analyse. Et après qu'est-ce qu'on fait quoi quand on a dit ça? Comment on fait pour lutter contre l'extrême droite? Alors d'une certaine manière, lutter contre l'extrême droite, ça veut pas dire grand-chose, mais moi je vois quand même plusieurs éléments. Première chose, il faut que quand je dis c'est tous les militants de la gauche au sens large et leurs représentants politiques, faut qu'on arrête de sauter à la corde, et notamment à la corde de l'extrême droite. Et des polémiques, on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, des polémiques que parvient à mettre dans le débat public l'extrême droite. Et un autre élément encore plus important, c'est que tous ceux qui pensent, qui disent, qui agissent comme si l'extrême droite, je sais plus c'était quel politicien des années 90 avait dit, si l'extrême droite pose les bonnes questions mais n'apporte pas les bonnes réponses, tous ceux qui pensent ça, qui disent ça et qui agissent comme ça, ils se fourvoient. Voilà. La première chose à faire face à l'extrême droite, c'est de tenir la ligne. On tient la ligne, on serre les rangs, et en particulier sur un nombre de sujets très polémiques, qui sont le racisme en général, le racisme anti-musulman en particulier, la ségrégation, la mise à l'index des assistés, les assistés, les cassos, etc. Ça là-dessus, il y a pas de compromis à faire. Et malheureusement, on a quelques dirigeants politiques dans la NUPES qui, il manque un petit peu de clarté là-dessus. Et puis après, surtout, pour reconquérir, d'abord, faut avoir un projet solide, un projet cohérent, un projet concret, un projet crédible. Et en ça, moi, je considère que le programme de la NUPES, sur lequel on s'est mis d'accord, avec quelques désaccords, mais vraiment à la marge, en juin 2022, la base, elle est bonne. Elle est bonne, elle est très bonne, elle est même excellente. Et on devrait, plutôt que de s'écharper dans les bisbilles de partis là auxquels on peut assister depuis un an malheureusement, on devrait être plutôt en train de bosser pour approfondir ce programme, pour l'améliorer, pour éventuellement décider collectivement de quel point en particulier on doit mettre en avant dans la situation politique. Et ça, il y a l'aspect programme concret, mais autour de ce programme, il y a l'enjeu de développer un imaginaire désirable. Voilà. Ça, c'est plus dans le récit qui est tissé dans la communication politique et aussi bien dans les médias pour le coup que nous-mêmes quand on est sur le terrain à parler avec les gens. Faut faire bloc, faut être unis à toutes les élections. Et enfin, dernier élément, et là je reprends ce que j'avais commencé à dire et puis Goran l'a évoqué, c'est que faut aller militer, et je dirais même qu'il faut plus que militer, il faut être présent dans les sociabilités, donc présent dans les associations, dans les fêtes de village, dans les groupes d'amis, un peu partout. Là j'ai dit les villages, mais c'est pas que les villages, c'est aussi les villes de sous-préfecture, les villes, et tout ça, il faut faire attention à la façon dont on parle. Il faut donc le langage, la syntaxe aussi parfois, et puis aussi il y a un élément qui est vachement important, c'est le fait d'être drôle et d'être sympa. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut aussi arrêter avec le catéchisme, blablabli, blablabla. D'une certaine manière, les insoumis, on n'en est pas préservés, avec l'avenir en commun dit que. Bon, ça, en porte à porte, quand on s'y prend comme ça marche pas. Bon, voilà déjà quelques éléments. Je vais laisser la parole et puis mais il y a encore des choses à dire. Le sujet il est hyper important. Merci, chers camarades. On va passer, pour essayer de garder un petit peu de temps et pour tenir les délais, on va passer sur la dernière partie sur la lutte contre l'extrême droite au niveau européen et se poser la question, je connais un petit peu la réponse de Cyril, mais se poser la question si la gauche a-t-elle le choix de partir unie
ou pas aux prochaines élections européennes. C'est dans quelques mois maintenant. Cyrine, et après ça sera pour Ouais, Charles. pardon, comme je dis, j'ai un peu été perdue parce que là, ça a duré un peu longtemps. Juste très, très, très rapidement, en littéralement une phrase. Je pense pas qu'on ait besoin de stratégie, de militantisme. Mais je suis d'accord avec beaucoup de choses que t'as dit, Benoît. Mais, enfin, oui, on sait qu'il faut s'ouvrir, qu'il faut aller parler aux gens. Le souci, c'est pas ça. On parlait des travailleurs. Et même si Mélenchon fait tel ou tel pourcentage auprès des ouvriers ou quoi, moi je suis d'accord avec ce qui a été dit. C'est le quinquennat Hollande qui a été flingué parce que les ouvriers ont dit ok, on s'est foutu de nos gueules maintenant, on ne votera plus à gauche. Et factuellement oui, ils votent extrême droite. Mais pour revenir sur l'Europe, et en soi l'enjeu des travailleurs, ça se règle aussi au niveau européen. Donc bon, j'essaye un peu de faire un petit jeu d'équilibriste là pour transitionner. Ah mais c'est lié, hein, Ah, notamment la non, fiscalité. Enfin, il y a mais plein de c'est ça. sujets au niveau européen qui Oui, peuvent oui, être réglés, que ça absolument. soit la fiscalité, que ça soit les droits des travailleurs, que ça soit la Convention européenne des droits de l'homme, tout est au niveau. Bon là on parle de Union européenne, mais t'as l'Europe et l'Union européenne, mais moi pour moi bien sûr que oui, il y a pas le choix. Et je sais qu'on avait déjà eu ce débat-là, et je me doute qu'avec Charles on ne soit pas forcément d'accord, mais moi pour moi c'est indispensable de partir unis. Et je vais répéter très rapidement ce que je disais la première fois. Je crois que c'était dans l'épisode 1 ou 2, je ne sais plus. Mais c'était tout simplement quand on regarde les chiffres, oui, avec la Nupes, on y arrive aussi. Et si dans tous les cas on a 80% de votes en commun au Parlement européen, donc plutôt que fracturer les votes, qu'on fasse une seule et même liste, c'est la liste de la Nupes. Et honnêtement, pour moi, j'ai encore une fois, on est tous camarades, on est dans la Nupes. Pour moi, c'est une famille, donc on se limite plus facilement les choses qu'à d'autres personnes. Je vais être très très cash. Que ça soit chez Europe Écologie Les Verts, que ça soit au PS ou au PCF, moi je trouve ça juste, désolé, hein, je trouve ça vraiment lamentable. C'est vraiment des considérations d'ego de moi je veux briller, moi je veux ci, moi je veux ça, et alors que non, comme on dit, l'union fait la force, et que là, l'extrême droite, elle est aussi au niveau européen. Qu'il y a de plus en plus de pays au niveau européen qui ont sombré dans l'extrême droite. Donc là, l'heure, elle est même pas aux petites considérations, aux stratégies de qui va le plus briller. Là, il faut simplement s'unir. Aussi simplement que ça. Et oui, forcément, pour LFI, c'est tout aussi bénéfique parce que les élections européennes, c'est pas forcément leur fort. Et mais en tout cas, nous, notre but premier chez Génération, avant toute considération, ça a toujours été l'union, et ça sera toujours l'union. Peut-être même un petit peu à notre détriment, hein, mais en tout cas, ça le sera toujours. Et juste... Avec Ségolène en tête de liste. Ah, je vais m'abstenir, ouais, non merci. Pas, tu parles de Ségolène Royal, non merci, non. Mais c'est... Enfin, après, quoi que je dis non merci, mais j'abuse parce qu'au moins, non, en vrai, elle a toujours soutenu Mélenchon quand il le fallait, que ça soit au présidentiel ou par rapport à la NUPES. Donc, je dis non merci, non, mais ouais, c'est une petite boutade. Mais non, là, il y a même plus de considération à avoir. Il y a pas oui, mais non, on préfère ça, on préfère ci. Non, viens, on fait un seul groupe. Et que même au Parlement européen, que les trois gros groupes de gauche, ils se rassemblent. Enfin, je comprends même pas qu'on puisse penser que oui, il faut absolument partir séparé. Parce que partir séparé, ça veut dire des votes qui vont se fracturer factuellement. Donc, quand on regarde, je crois qu'il y a je me souviens plus du tout des chiffres que j'avais donnés la dernière fois. Pardonnez-moi, mon cerveau il est un peu off là. Mais enfin même les chiffres le disent. Tout donne intérêt à s'unir. Et même, j'ai envie de dire, quand bien même on ferait un score un peu moindre aux élections européennes, on ferait toujours un gros score parce que quand on prend la représentativité, quand même, on est représenté. Mais ça renvoie quelle image, en fait, pour les autres élections? Soit, la NUPES, c'est pas fort. La NUPES, il suffit qu'il y ait un des partis que ça avantage pas, hop, il se casse. En fait, ça renvoie juste l'image d'une alliance faible, d'une union faible. Or, c'est pas le cas. On a réussi quelque chose d'historique. On parle d'union de la gauche, là. Donc, pour moi, on reste unis jusqu'au bout. C'est pas que pour les législatives, c'est aussi pour préparer les régionales, les départementales, les présidentielles. Il n'y a pas une élection qui soit plus importante que les autres. En fait, elles sont toutes importantes parce qu'elles ont toutes une influence à leur échelle. Donc, il est hors de question qu'on ne parte pas unis. Et pour ça, j'en veux énormément à la décision d'Europe Écologie Les Verts. Je l'ai dit, hein, je l'ai dit à des amis écolos, même à Marie Tondelier, hein, que c'était pas normal. J'en veux aussi au PSF. Bon, ça, à la rigueur,
c'est le PSF, ils font de leur côté, et puis désolé, non, enfin, bien Roussel qui s'allie avec Darmanin, j'ai pas forcément envie de m'allier avec lui, perso, hein. Mais juste là, qu'on arrête les considérations de ouais, nous on n'aime pas LFI, on n'aime pas l'extrême gauche, on n'aime pas ci, on n'aime pas ça. Là, il y a un enjeu, c'est la gauche, c'est battre l'extrême droite en Europe. Et c'est pour ça qu'on avait lancé justement le forum européen des jeunes de la NUPES et que le programme sera bientôt disponible. Mais qu'en tout cas, on a travaillé avec toutes les forces de la jeunesse de gauche parce que justement, on pense à notre avenir. Donc voilà. Donc oui, vive la NUPES et surtout encore plus au niveau européen. Merci Cyrine. Allez Charles, je lance Charles, sujet de prédilection préféré, un de tes préférés, l'Europe et surtout lutter contre l'extrême droite. Attention, future élection compliquée pour nous, oui ou non? Alors, je vais essayer d'être court. Bon, déjà, je vais pas revenir sur l'élection, sur une élection proportionnelle à un tour, etc. Parce que bon, comme ça a été dit, on a déjà eu ce débat dans un précédent épisode. Du coup, je suis désolé pour les auditeurs. Je vais essayer de condenser les deux sujets qui viennent d'être abordés en un seul. Pour que la gauche, d'un point de vue européen, comme d'un point de vue local, comme d'un point de vue partout, reprenne son électorat de travailleurs, etc. Et je pense qu'il est important que la gauche soit concrète. Et pour que la gauche soit concrète, bon déjà je partage pas tout à fait tout ce qui a été dit sur le quinquennat de François Hollande tout à l'heure. Hein. Je pense que sur la réforme des APL, de l'allocation familiale, etc. On a beaucoup de choses qui ont été faites et qui ont permis de redistribuer un petit peu les richesses. Et d'ailleurs les statistiques ne mentent pas. Non, moi je veux dire vraiment ce qui est important, c'est qu'on soit concret. Et d'un point de vue concret, d'un point de vue européen comme d'un point de vue local, il faut qu'on ait une vision d'une société qui soit claire et nette. Deux, trois exemples européens pour que ça soit clair et net sur quelle est l'orientation que nous, socialistes, nous devons défendre. En Allemagne, c'est le plus grand plan d'aide au logement qui a été créé de l'histoire du pays sous Olaf Scholz il y a à peine un an. Et c'est une politique qu'il faut élargir évidemment à l'échelle supranationale. Idem au Portugal avec le blocage des prix, les blocages des prix de première nécessité, le blocage des prix de l'énergie, avec aussi une remise en question du marché européen de l'énergie. Je pense que cette politique aussi des socialistes au Portugal est importante. C'est idem en France. D'un point de vue local, nous faisons des choses, les socialistes ne chôment pas. En Occitanie, avec la gratuité des jeunes que nous allons fêter au 1er janvier 2024, à Montpellier, que nous allons fêter à Noël, la gratuité pour tous les habitants de la métropole, ou pour un sujet d'actualité, vu que c'était il y a 2 jours, à Bourges, nous avons fêté à Bourges, au 1er septembre, la gratuité totale des transports dans toute la ville de Bourges. Donc, l'important pour reconquérir les Français, pour conquérir ces électorats, c'est d'avoir du concret à leur offrir, un bilan à défendre. Il faut évidemment dire ce qui n'a mal été fait dans le passé, il ne faut pas non plus mentir, un bilan n'est jamais tout rose, n'est jamais tout noir, tomber de toute manière tout ce qui est excessif est toujours insignifiant, donc si vous dépeignez tout en noir ou tout en rose, les Français vont comprendre que vous êtes excessif et ne vous s'intéresseront pas à vous. À titre personnel, avec plusieurs camarades, on a fondé une association il y a quelques mois, déjà, ça a déjà un mois je crois, qui s'appelle Avenir Euro-Socialiste. Et en fait, nous, dans notre association, on veut justement lutter contre l'extrême droite au niveau européen en ayant des clartés sur le projet européen. Parce qu'aujourd'hui, que vous le vouliez ou non, l'Europe est gouvernée par la droite. Et elle est gouvernée par la droite depuis 1999. Juste pour les auditeurs, j'ai 25 ans, ça représente à peu près 24 ans de ma vie. Voilà, donc c'est pour vous dire que ça fait 24 ans qu'on a presque le parti unique en Europe. Bon, j'exagère avec l'expression parti unique, mais c'est vraiment ça. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut ? Aujourd'hui, on veut changer l'Europe. Et pour faire changer l'Europe, pour basculer l'Europe, oui, et là je vais citer Yannick Jadot, désolé Cyrine, j'ai cru comprendre qu'on n'était pas d'accord sur les questions des européennes, mais c'est pas grave. Je vais citer Yannick Jadot, oui, nous avons perdu des votes au Parlement européen à quelques sièges près, oui. Et oui, dans une élection à un tour à proportionnelle intégrale. Je sais que c'est très difficile pour les Français parce que je sais que la Ve République française est à des années-lumière du système électoral européen et quelque part tant mieux parce que j'aimerais pas que l'Europe ressemble à la Ve République même s'il y a beaucoup de choses à changer en Europe. Aujourd'hui, il faut gagner le plus de sièges possible. Et dans une proportionnelle intégrale, les alliances, ça se fait toujours après, au second tour. Et mais après, je vois la main tendue de Cyrine, et j'espère qu'au Parlement européen, comme elle dit, tous les autres partis de gauche nous soutiendront, puisque aujourd'hui, nous sommes à 15 sièges. Ça peut vous paraître rien, mais d'un point de vue proportionnel, c'est pas grand-chose. Aujourd'hui, dans les sondages, nous sommes à 15 sièges. Je répète sur ces 15 sièges. Il y a 15 sièges aujourd'hui pour faire du PSE, le Parti Socialiste Européen, la première force au Parlement européen. Si nous gagnons ces 15 sièges, si les 13 sièges sont gagnés,
demain, pour la première fois depuis 1999, comme je vous ai dit, la Commission sera de gauche en Europe. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de dire, les socialistes européens ont une responsabilité majeure, presque historique. J'ai presque envie de dire, c'est peut-être même la seule occasion qu'on a depuis bien des années. Donc j'ai envie de dire, enfin du moins pour ma famille politique, au boulot pour défendre nos bilans, pour défendre nos actions. Là, j'ai évoqué quelques sujets sur portugais, allemand, français, mais je pense qu'on pourrait parler aussi de la politique des SDF qui a été faite sous Sanna Marin, notamment en Finlande. On pourrait parler de tas d'autres sujets qu'on a fait d'un point de vue européen et qu'on a fait d'un point de vue local ou d'un point de vue national, d'un point de vue européen, mais qui aujourd'hui ont besoin d'être portés d'un point de vue supra-européen. Et vraiment, nous, aujourd'hui, avec notre association, qui regroupe d'ailleurs pas que des personnes du Parti Socialiste, Avenir Socialiste est une association qui regroupe pas mal de camarades, y compris qui viennent d'autres partis politiques. Aujourd'hui, on a besoin de penser un projet européen et de penser un projet européen en étant presque au-delà des partis, c'est-à-dire en ayant parfois des mesures radicales. Je pense par exemple sur la démocratie en Europe et sur la réforme des institutions et du coup qui nécessite un nouveau traité. Je pense aujourd'hui que nous avons des partis politiques qui, pour diverses raisons, sont dans le système électoral, du coup n'arrivent pas à penser l'Europe de demain. Et je pense que si nous n'avons pas une jeunesse forte qui dise qu'elle veut plus d'Europe, mais qu'elle veut une Europe démocratique, c'est-à-dire qu'elle veut davantage de démocratie, puisque je rappelle quand même que personne ici n'a pu voter pour l'élection de Charles Michel, ni Ursula von der Leyen, qui n'était même pas la candidate naturelle de son camp pour la Commission européenne, et ben ceci ne peut plus durer. Ceci ne peut plus durer. Nous devons être la génération Maïdan. Nous devons être la génération de la guerre en Ukraine, nous devons être cette génération forte qui doit porter une Europe plus forte, plus unie, plus démocratique. Et aujourd'hui d'ailleurs, et je vais essayer de terminer là-dessus parce que j'ai été très long. Oui. Aujourd'hui d'ailleurs, on a un vrai sujet, c'est que Emmanuel Macron s'est accaparé ce sujet, il s'est accaparé le sujet européen, mais dans les faits, il n'a rien fait. Souvenez-vous de la présidence française de l'Union européenne, c'était une catastrophe. Il a réuni tous les chefs d'État à Versailles pour nous annoncer quoi? Qu'il n'y avait pas de traité sur la défense commune. Donc aujourd'hui, on ne peut pas être un Européen de façade comme le sont les macronistes, on doit être des Européens du concret. Et je pense que l'action qu'on a menée au Portugal, qu'on a menée en Espagne, qu'on mène en Allemagne, qu'on a menée dans le passé en Finlande, en France, en Suède, qu'on mène en Roumanie et dans d'autres pays, et bah aujourd'hui, chiche, faisons-en une réalité demain avec la première commission de gauche depuis 25 ans. Merci Charles, sujet très passionnant et très intéressant. Ouais, une petite réaction, Baptiste. Vas-y, quelques secondes, je t'en prie. Ouais, non, mais effectivement, là, ce que dit Charles, effectivement, le résultat, le raisonnement se tient totalement. Hein. Je lui en donne quitus, il y a aucun souci. Sauf que si t'as pas bac plus 10 en politique et en politique politicienne, tout ce qu'il a dit, c'est incompréhensible. Voilà, ça n'a aucun rapport avec la réalité concrète des gens. Et les Français sont intelligents, ils comprennent comment fonctionne mieux. Oui, les Français pour alors, oui, tout à fait. Oui, ils comprennent comment fonctionne le mieux et ils voient que ça marche pas. Voilà, ils voient que c'est un immense sac de nœuds et que qu'il y a aucun sujet qui avance concrètement et que voilà, c'est ça l'Union européenne dans l'esprit de beaucoup de Français et en particulier chez les ouvriers et les employés dont on parlait tout à l'heure. Et donc moi juste rapidement, si on veut gagner en France et en Europe, bien sûr qu'il faut faire du concret, et donc la chose la plus concrète à faire, c'est d'y aller ensemble. Parce que en y allant ensemble, l'effet politique que ça donne d'y aller ensemble, c'est que au soir des élections européennes, le bloc de gauche, le bloc populaire, il fera jeu égal ou il fera même mieux, peut-être si on fait une bonne campagne, on pourra même faire mieux que le bloc bourgeois et que le bloc d'extrême droite. Voilà. Mais l'important c'est d'un point de vue européen, c'est le nombre de sièges au Parlement. Mais bien sûr. Non, mais je suis bien d'accord avec toi, mais non. Moi, alors je justement, suis pas candidat à 2027, je m'en fiche. Non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est 2024. Mais non, mais sauf que, alors, comment dire? Là, on a parlé de l'extrême droite. On a parlé pendant l'émission, on a parlé de l'extrême droite pendant toute l'émission. Et on a parlé du danger. Tout le monde est conscient du danger. Tout le monde est conscient des difficultés. Voilà. Donc, soit on est sérieux avec ce qu'on dit, soit on considère que l'extrême droite est un vrai danger, notamment parce qu'elle s'installe en France, parce qu'elle fusionne avec le bloc bourgeois en France, et qu'elle s'installe aussi partout en Europe. Voilà. Donc soit on est sérieux avec ça, et on se dit que la meilleure façon de prendre le problème, voilà, et de commencer à avoir une réponse crédible,
la première chose à faire, c'est d'y aller ensemble pour pouvoir montrer à tout le pays que oui, il y a une éthique. Avec Ségolène Royal. Pour que les gens, Royal ou une autre, Royal elle a le mérite au moins de réactiver, de remettre dans l'actualité là du mois de septembre, remettre l'actualité de la question. Bon Benoît, voilà. On aura l'occasion, après, mais il faut continuer de Et donc, vas-y. On en reparlera, pas de problème. Non mais on en reparlera. Mais vraiment, j'invite quand même à pas se tromper de combat de long terme en fait. Voilà, combat de long terme. On aura l'occasion d'y revenir, mais c'est un sujet intéressant et passionnant et c'est à la fois complexe et à la fois simple, donc on prendra le temps à travers différents épisodes d'y répondre. Bon, très rapidement, je sais que c'est toujours un exercice un petit peu compliqué, question courte, réponse courte s'il vous plaît. Une action à mettre en place pour lutter contre l'extrême droite, quelle serait-elle, Goran ? Moi, je dirais vraiment être présent sur le terrain, quoi, et tracter, coller, boiter, se montrer, quoi. Et voilà. Être dans l'action. Charles ? Ça parle des partis ou ça parle des... Nous, en tant que personne engagée à gauche, une action à mettre en place. Une action des partis ? Oui, des partis, comme tu veux. Une action importante pour lutter contre l'extrême droite. Une seule. Avoir une réelle politique de protection économique à l'échelle européenne sur l'industrie, sur le travail, avec hausse des salaires et surtout un sujet qui a été abandonné depuis trop longtemps, la justice fiscale. Benoît. Organiser un maximum d'événements festifs et le plus souvent possible et dans le plus d'endroits possible. Style banquet républicain à l'époque, faudra changer de nom, mais l'idée c'était ça. Pour créer de la sociabilité. Très bonne idée. Cyrine, tu as droit à 2, parce que je m'excuse, tu es minorité aujourd'hui, donc tu as le droit à 2 actions. C'est bien gentil. Alors je dirais la première, ça peut faire polémique et je pense que ça mériterait toute une partie de podcast, donc si ça fait réagir, je comprends. L'obligation du vote. Il y a des pays qui l'ont mis, genre comme la Belgique, parce que pour moi l'abstention, je trouve ça inadmissible. Et puis les gens qui s'abstiennent ne sont pas ceux qui votent extrême droite, bien au contraire. Donc ce serait rendre obligatoire le vote, que c'est un droit mais aussi un devoir en tant que citoyen. Le deuxième, ce serait sur l'éducation. C'est plus d'éducation sur les sujets importants et de l'éducation aussi, je dirais pas de la propagande mais vraiment de l'éducation, parce que je rejoins un peu ce qui vient d'être dit par Charles, notamment sur la justice fiscale, et c'est juste faire comprendre qu'en fait à toutes ces personnes qui votent extrême droite en pensant que les problèmes viennent des immigrés et des musulmans, leur faire comprendre que non, le problème en fait c'est le capitalisme, que s'ils ont pas d'argent pour faire leurs courses, en fait c'est de la faute du système capitaliste et pas des personnes immigrées. Donc ce serait plus d'éducation et rendre obligatoire le vote. Merci d'avoir pris le temps de ces nouveaux moments d'échange, de débat et de discussion plus ou moins animés. Merci d'avoir pris du temps. Je sais qu'on a tous nos emplois du temps respectifs plus ou moins chargés avec cette rentrée notamment. On va finir par la question rituelle. Je vais demander à Goran et à Benoît de répondre à cette question qu'on aime bien poser dans le podcast Camarades. Quelle est pour vous deux, chacun à votre tour, votre définition, votre vision de la camaraderie ? Bon, j'engage. Pour moi, la camaraderie, c'est avant tout une espèce de fraternité ou de sororité, ça dépend. Mettons adelphité, et c'est vraiment le fait d'être un peu comme une espèce de grande famille où on puisse rigoler tout en s'engueulant avec des débats, mais à la fin on finit toujours par se réconcilier. Et voilà, un grand espace de joie, de rire, de débat, et voilà. En tout cas, c'est ma définition de la camaraderie. Voilà. Merci Benoît d'avoir été présent. Quelle est pour toi ta définition, ta vision de la camaraderie ? Moi, je dirais qu'un camarade, c'est quelqu'un qu'on connaît bien et qu'on continue malgré tout à apprécier. Voilà, avec ses qualités et ses défauts. Donc, vous l'avez compris. Très très belle définition de ce que c'est être camarade. Merci beaucoup à vous 4 d'avoir pris le temps de cet épisode. Semaine prochaine, on parlera écologie. À très bientôt et merci à vous tous. Camarades, le podcast. Premier podcast avec des débats et des discussions entre camarades de toute la gauche.